janvier 2017, 3 communautés de communes ont fusionné. La communauté de communes de Caser, la 4C, la communauté de communes de la Rivière du Touche, ou CCLT, et la communauté de communes du Savès. Aujourd'hui, nous avons donc un grand territoire qui regroupe donc ces 3 anciennes communautés de communes, qui comptent 37 000 habitants et 48 communes. Un grand territoire étendu, mais aussi riche en diversité, puisque nous avons de toutes petites communes et une commune aussi grosse que la commune de Caser. Lors de cette fusion, les élus ont souhaité prendre en compte les besoins de l'enfance et de la jeunesse sur ce grand territoire, les besoins des familles. Et donc, ils se sont prononcés très rapidement pour le transfert de la compétence enfance-jeunesse sur l'ensemble du territoire. Nous avons choisi d'accueillir aujourd'hui Véronique Borde pour qu'elle nous aide aussi à comprendre et à travailler autour de ces enjeux que sont la cohérence et la complémentarité éducative. Donc, Madame Borde, nous avons le plaisir de vous accueillir pour venir nous éclairer sur tous ces sujets qui nous concernent chacun d'entre nous au quotidien. Je vais donc vous laisser la parole. Donc, on m'a demandé de venir un petit peu vous éclairer sur les questions d'éducation. Alors, le titre, c'était l'éducation, enjeux et perspectives, tous acteurs de la réussite de l'enfant. Et moi, j'ai envie de dire aussi la coéducation, un enjeu pour un projet de société renouvelé, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit aujourd'hui. À quoi sert l'éducation et qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir dans ces questions d'éducation. Donc, quand on parle d'éducation, il faut bien se dire que l'éducation ne peut pas être le fait d'une seule personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir une seule personne ou une seule institution qui puisse éduquer. L'éducation, c'est l'affaire de tous. Donc ça, il ne faut pas l'oublier et il faut bien s'en souvenir parce que d'année en année, avec l'évolution de la société, on a progressivement oublié que l'éducation, c'était le fait de la communauté et pas ou que des parents, ou que des enseignants, ou que des animateurs. D'accord ? Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Voilà. Donc ça, c'est encore vrai. Sauf qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, société en crise, je ne vous l'apprends pas, nous sommes dans une société où il y a du repli sur soi et du coup, on a tendance à oublier que nous sommes tous éducateurs, mais nous sommes tous en capacité aussi d'être éduqués. Donc on va essayer de voir un petit peu comment tout ça peut se mettre en place. Nous sommes dans une société où les compétences individuelles priment sur les compétences collectives, d'accord ? Et pourtant, le concept de coéducation, c'est un concept que l'on pose de plus en plus, que l'on énonce de plus en plus, et que l'on, avec notamment les PEDT, que l'on essaie de mettre en avant le plus possible. Donc, à la fois, on est dans une société individualiste, où on pense à soi en premier, d'accord ? Et à la fois, on est dans une société dans laquelle on dit qu'il faut coéduquer. Donc, qu'est-ce que la coéducation du point de vue historique, politique, concrètement? Quels sont les acteurs? On va essayer de voir un petit peu comment on peut la définir et à quoi ça sert, la coéducation. Est-ce que c'est utile ou est-ce qu'il faut arrêter de faire la coéducation? C'est une question que je vous propose de traiter aujourd'hui quand je vais arriver à m'organiser. L'éducation au départ, l'enjeu de l'éducation, c'est de permettre le développement de la personne humaine. L'éducation, ça sert à ça au départ. Il faudrait l'avoir en tête. Ça veut dire aussi que l'éducation doit permettre à une personne de s'inscrire dans une société. C'est-à-dire qu'en s'inscrivant dans une société, cette personne, en étant éduquée, va pouvoir trouver une place dans la société. Donc l'éducation, ça permet à nous tous de trouver une place dans un groupe d'appartenance, qui va nous permettre d'exister. Quand on regarde un peu les travaux du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe détermine 3 niveaux d'éducation. Donc je pense que vous les connaissez, éducation formelle, informelle et non formelle. Ça va, ça vous dit quelque chose? Je vais peut-être en revenir un petit peu. Éducation formelle, c'est tout ce qui est organisé avec un programme et qui va donner lieu à une certification ou à un diplôme. Donc souvent on dit l'éducation formelle c'est l'école, mais pas que, c'est aussi la formation professionnelle. C'est toute formation où il y a un programme et on va vous délivrer un diplôme à la fin.
L'éducation informelle, c'est tout ce qui se passe dans la famille, mais aussi entre pairs. D'accord? Donc, qui est moins évident entre pairs, en tout cas, à percevoir, à repérer. Et puis l'éducation non formelle, c'est tout ce qui est organisé hors de l'école. Donc, dans les milieux associatifs, dans les collectivités territoriales, tout ce que l'on offre comme espace pour pouvoir avoir des interventions éducatives. Donc, ces 3 niveaux d'éducation, le Conseil de l'Europe, quand il les a déterminés, il les a déterminés en se disant l'ensemble de ces 3 niveaux doivent être réunis pour permettre une coéducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 3 niveaux mettent en jeu 3 formes d'acteurs, et ce sont tous ces acteurs qui doivent se retrouver autour de l'enfant, si on veut vraiment être sur une société qui éduque. D'accord? Donc ça veut dire que dans la coéducation, on a les enseignants, les parents, les professionnels en charge de l'enfance, de la jeunesse, etc. D'accord? Sachant qu'il y a des enseignants qui sont aussi parents, etc. Avec cette idée, le Conseil de l'Europe dit aussi que l'éducation, c'est l'affaire de tous. C'est ce que je vous disais au début. C'est l'affaire de tous, ça veut dire que chacun est en capacité d'éduquer l'autre, mais tout le monde doit pouvoir accepter d'être éduqué. Longtemps, on a pensé que c'était les adultes qui transmettaient aux enfants, d'accord, les connaissances, etc. Donc, ce qui a été longtemps le cas, les adultes avaient des connaissances, des savoirs et transmettaient aux enfants. Et puis, la société a évolué, elle s'est modernisée, d'accord, et puis on a vu arriver un certain nombre d'outils, Internet, etc., qui font qu'à un moment donné, on s'est aperçu que les savoirs, certains savoirs étaient détenus par les enfants, d'accord, et donc transmis aux adultes et puis aux enfants. Un exemple, un jeune qui va apprendre à ses parents ou ses grands-parents à utiliser le téléphone portable, l'ordinateur, etc. D'accord ? Donc on voit bien dans la société actuelle moderne où l'éducation elle n'est plus simplement descendante d'une génération vers l'autre, mais l'éducation elle va traverser l'ensemble des générations. Le problème là, c'est que souvent les adultes n'acceptent pas d'être éduqués, et notamment par les jeunes et par les enfants. Donc toute cette modernisation, l'ouverture scolaire va permettre d'accéder à des savoirs, va permettre de faire circuler les savoirs différemment, et donc va permettre de changer les formes d'éducation. Du coup, on n'est plus sur certains savent, d'autres ne savent pas. Les travaux aujourd'hui sur l'éducation montrent que les savoirs ils sont détenus par tous. Alors à des niveaux différents, à des formes de savoir différentes. Mais par exemple, moi quand je suis avec mon petit-fils qui a 4 ans et demi, il m'apprend des choses. Mais parce que j'accepte qu'il m'apprenne des choses. Donc le savoir, l'éducation n'est pas due à un statut. C'est ce que j'essaie de dire. Donc historiquement, on sait que l'éducation populaire a porté l'idée de coéducation. C'est vraiment en développant l'éducation populaire qu'on a porté aussi cette idée de coéducation. D'accord ? Éducation par tous, pour une émancipation. D'accord ? Et du coup, progressivement, avec le développement de l'éducation populaire, avec l'installation de l'éducation populaire sous forme d'association, on s'est retrouvé à voir progressivement la coéducation s'institutionnaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense coéducation avec des systèmes et des outils, comme par exemple le PEDT. Le PEDT, quand on le met en place, on nous dit qu'il faut faire de la coéducation. Donc la coéducation, on ne la pense plus naturellement, on la pense à partir d'outils, souvent donnés par des politiques, d'accord, qui vont être la possibilité de gouverner, finalement, à partir de ces outils. Excusez-moi, le PEDT est un outil de gouvernement ? Un outil de gouvernance, oui, bien sûr. D'accord, mais gouvernance par qui ? Par ceux qui l'utilisent. C'est un instrument, en fait, les travaux des chercheurs en Sciences Po ont montré comment l'État produit des outils qui permettent de gouverner. Donc l'État ne va pas gouverner directement dans les territoires, mais à partir d'outils comme le PEDT, mais il y en a d'autres, je prends le PEDT là, ça va permettre aussi de transmettre une certaine forme de fonctionnement au niveau des territoires. C'est comme ça, gouverné par les instruments. C'est pas négatif, c'est simplement il faut en être conscient, c'est-à-dire cet outil-là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on nous donne un outil, après on est bien libre d'en faire ce qu'on veut, on est bien d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes emprisonné par un État.
Si on revient sur la coéducation, elle va progressivement s'institutionnaliser. Et quand on regarde l'histoire, on va voir apparaître, à partir de 1947, la mise à disposition d'enseignants qui vont pouvoir organiser progressivement des temps scolaires et des temps périscolaires. Donc, progressivement, on va voir apparaître au sein du temps scolaire des temps pour faire autre chose que de l'instruction. D'accord ? C'est là qu'on va voir apparaître progressivement des activités transversales, et ce qui va progressivement amener, finalement, un temps scolaire, un temps périscolaire, organisé par des enseignants, puis organisé par des enseignants, des animateurs, etc. D'accord ? Donc on voit bien comment l'évolution de la société amène aussi différents temps, organise les différents temps d'éducation au cours de la journée. Différents temps sociaux des enfants, du coup, autour de la journée. L'institution scolaire, elle va changer, elle va évoluer aussi, bien sûr. Et puis les formes des familles vont changer aussi. Ça ne vous a pas échappé. On était sur des formes, un père, une mère, des enfants, puis la société va évoluer, on va se retrouver avec des familles recomposées, des femmes seules, des hommes seuls, etc. D'accord ? Donc la famille, elle évolue. Et du coup, tout le temps hors de l'école va changer. Et tout ce temps-là, finalement, va commencer à s'organiser, d'abord en premier lieu pour rendre service aux parents, d'accord ? D'où, je ne sais pas s'il y a des animateurs dans la salle, d'où l'idée aux animateurs où on leur renvoie que leur intervention, c'est garder les gosses. Je ne sais pas s'il y en a qui voient ce que je veux dire. Or, ce temps-là, qui va se progressivement s'organiser autour de l'école, c'est aussi un temps éducatif. Et puis, on va commencer à comprendre le rythme de l'enfant, comprendre comment l'enfant fonctionne, d'accord ? Et on va commencer à se saisir des travaux de chercheurs qui vont permettre aussi de repenser les temps scolaires, hors scolaires, enfin les temps éducatifs. D'accord ? C'est comme ça qu'on a organisé progressivement les rythmes à partir des rythmes de l'enfant, les temps éducatifs. Alors, on n'est pas tous d'accord sur les histoires de rythme de l'enfant. Il y a des controverses. Bon, alors, chez les chercheurs, c'est normal, hein, ce qui permet d'avancer dans la réflexion. Tout le monde n'est pas d'accord sur 4 jours et demi, etc. Vous le voyez au quotidien. Il y a des choix qui sont faits, je sais qu'il y a des choix qui sont faits chez vous aussi. Finalement, on est dans une société dans laquelle on va commencer à aménager le temps scolaire. D'accord ? On va commencer à voir apparaître des outils comme le contrat éducatif local, comme les projets du territoire, comme les projets éducatifs de territoire. Mais aussi, en même temps, on va s'enfoncer dans la crise économique qui va amener une pression sociale. Quand on est en crise économique, qu'on sait qu'à la sortie de l'école, les enfants n'auront pas forcément du travail, les parents automatiquement mettent la pression sur les enfants, et la société met la pression aussi sur la réussite scolaire. Du coup, l'école a pour projet, enfin, on lui demande d'insérer socialement. L'État met la pression sur les enseignants pour que ça se passe bien en classe. D'accord ? Les familles mettent la pression sur les enfants. D'accord ? Les familles, du coup, mettent la pression sur les enfants, mais aussi sur l'école. Il y a un changement de la représentation du savoir détenu par les enseignants de la part des parents. D'accord ? Et tout ça fait qu'on se retrouve avec des familles qui mettent la pression sur les enfants, sur les enseignants et les familles qui vont mettre la pression sur les animateurs, enfin tout le monde se met la pression. D'accord ? Et du coup, on se retrouve dans des systèmes où la coéducation devient compliquée. Pourquoi ? Parce que quand on dit coéducation, il faut penser partenariat. Pour qu'il y ait coéducation, il faut que les gens aient envie de travailler ensemble. Donc la pression sociale fait qu'aujourd'hui, très souvent, les gens n'arrivent plus à travailler ensemble. On peut se dire, finalement, et c'est ce qui se passe à un moment donné, la question est qui éduque, qui instruit ? Ça, c'est une grande question. Est-ce que l'instruction, c'est en dehors de l'éducation ? C'est une autre question. Je vais vous lancer les questions après. Voilà. Est-ce que l'éducation se fait à l'école ? Est-ce qu'elle se fait dans la famille ? Est-ce qu'elle se fait hors de l'école et de la famille ? Finalement, où se passe l'éducation des enfants et des jeunes et des nôtres en même temps. Ouais, je rajoute la nôtre parce que je trouve que c'est important. Du coup, on retombe sur ces grandes idées d'éducation formelle, informelle, non formelle, qui, quelque part,
doivent être la possibilité pour nous de penser l'éducation dans une continuité, mais qui très souvent, l'effet que ça a, l'effet en rebond que ça a, c'est que ça hiérarchise l'éducation. Et aujourd'hui, on est dans une société où on part souvent de l'école. Alors, dans les PEDT, alors je ne sais pas ici comment ça se passe, moi j'ai suivi plusieurs mises en place de PEDT, etc., où c'était finalement tout partait de l'école, et derrière on s'organisait à partir de l'école. Je ne dis pas que c'est pas bien de partir de l'école, hein, mais simplement c'est comment le fait de hiérarchiser l'éducation, en disant c'est l'école qui décide sur ce genre de projet, ça entraîne derrière une hiérarchisation, c'est-à-dire que l'école c'est important, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe dans la famille, un peu moins. Bon, alors après, ce qui se passe dans le périscolaire, ça sert surtout à rendre service. Donc, dans des réunions PEDT, où j'étais, la question c'était comment les enseignants s'organisent, comment les familles suivent l'organisation des enseignants, et comment les animateurs gèrent les flux. Donc, ils gardent les gosses et gèrent les flux. Et du coup, quel effet ça a sur une idée d'une société qui éduque? Quel effet ça a sur la reconnaissance des différentes professions et de la famille, de la place de la famille. Sachant que la place de la famille, elle n'est pas autant reconnue que ça, puisque de toute façon, elle est toujours controversée, puisque quand il y a des problèmes d'éducation, on sait bien que c'est de la faute des parents. Donc vous voyez, c'est compliqué en fait cette notion de coéducation. Arriver à coéduquer ou à avoir une continuité éducative, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est sur 3 niveaux différents et on n'a pas tous les mêmes enjeux ou les mêmes visées éducatives dans ces 3 niveaux. Dans tout ce bazar-là d'éducation, comment les jeunes ou les enfants arrivent à trouver une place? Le risque de l'éducation par hiérarchisation, ce que j'ai dit, c'est de se retrouver avec des places que l'on va attribuer. C'est-à-dire que les jeunes et les enfants, on va leur dire tu deviendras ça, ou tu sauras cela. Tu n'es pas bon à l'école, tu vas faire tel truc. Tu es bon à l'école, tu vas faire autre chose. D'accord? Vous voyez, les places attribuées. L'idée de l'éducation, c'est d'accompagner les enfants et les jeunes à choisir leur place dans la société, c'est-à-dire à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et aujourd'hui, on est dans une société où l'éducation amène les enfants et les jeunes à essayer de trouver une place, et souvent à être dans la place qu'on leur a attribuée. Ce qui veut dire aussi que derrière, ça entraîne une société dans laquelle on a des gens qui se demandent où est leur place. Quand on regarde, pour essayer d'un peu mieux comprendre ces notions d'éducation et comment ça se met en place, on peut s'appuyer sur le concept de socialisation. Et je trouve que c'est un bon concept pour essayer de comprendre aussi comment l'éducation se met en place et comment la société évolue. Vous connaissez le concept de socialisation? Vous avez le droit de me parler. Ça en fait plus. Vous savez que je vous dise un peu. Oui. Donc, le concept de socialisation, il a été étudié par les sociologues depuis de nombreuses années. Et il est très en lien aussi avec l'évolution de la société. Donc, au début, on pensait que, dans les 30 glorieuses, on pensait que la socialisation se découpait en 2 temps. Donc, la socialisation primaire, qui est le temps quand l'enfant naît jusqu'à son entrée au collège, en gros, qui est le temps d'une socialisation intergénérationnelle, c'est-à-dire que ce sont les adultes qui vont transmettre les codes, les règles de la société. Vous savez, c'est quand vous transmettez, là par exemple, vous êtes très très bien socialisé, puisqu'il y a personne qui parle, vous m'écoutez tous, ou vous faites semblant, en tout cas vous avez compris comment ça marche, vous me regardez même si vous ne m'écoutez pas, donc vous êtes bien socialisé, c'est-à-dire que tout ce que vous ont transmis vos parents, quand il y a le guide qui parle, quand le maître parle, l'élève se tait, là vous êtes vraiment en situation de réaliser exactement, vous avez été très très bien socialisé à l'école. Et du coup, cette socialisation, c'est comment on transmet les lois, qui sont valables pour tous, d'accord, mais aussi les codes, les règles, pour pouvoir trouver une place dans la société, pour pouvoir savoir comment on se tient en société. D'accord. Ça, c'est le premier temps de socialisation, qui dépend aussi beaucoup, ce temps-là, de la famille dans laquelle vous êtes, d'accord, de ses origines, de ses façons de vivre, du lieu où vous vivez. Vous n'êtes pas socialisé de la même façon en ville et à la campagne. D'accord. Donc, ça dépend. La socialisation primaire, il y a une base éducative qui est valable pour tous, on va dire comme ça, plus des choses qui se rajoutent en fonction des spécificités de la famille, du lieu, etc. Ça va.
Mais c'est d'une génération vers l'autre. Alors, c'est les parents vers les enfants, mais c'est aussi les éducateurs, hein, les enseignants, tout ça. D'accord ? C'est tout adulte vers l'enfant, c'est une génération à l'autre. Ensuite, on arrive au collège, et là, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle une socialisation secondaire. Donc, la socialisation secondaire, ça va être le temps d'une socialisation intragénérationnelle. C'est quand on se socialise entre pairs. Donc là, je fais appel à vos souvenirs. Rappelez-vous, quand vous êtes rentré au collège, vous vouliez surtout plus que vos parents viennent vous chercher. C'était trop la honte. D'accord ? Ce que vous disaient les copains, c'était la vérité. Hein. Par contre, ce que disaient les parents, c'était complètement nul. Ça va, vous vous souvenez de cette période-là ? Vous avez peut-être des enfants qui sont dans cette période. Voilà. Donc cette socialisation secondaire, elle est importante parce que c'est le moment où on va aller expérimenter tout ce qu'on a posé dans la socialisation primaire. D'accord ? Donc tous les codes, les règles qui ont été posées dans la socialisation primaire, pour pouvoir les intégrer, on va aller les expérimenter. Ça veut dire qu'on passe tous par des temps de déviance pour pouvoir se construire une identité. Donc ça, c'est important à entendre, parce que quand on est tout le temps en train de dire, oui, il y a des déviations, il y a des déviants et tout, on passe tous par des temps de déviance. Et je vous signale que vous êtes toujours déviants, même adultes, ça on y reviendra. Donc, c'est le temps où on va aller tester les règles, les interdits. Vous savez, c'est là où vous commencez à fumer, parce que c'est interdit, à boire de l'alcool, parce que c'est interdit. D'accord ? Alors après, évidemment, on fait des expérimentations plus ou moins poussées. Hein. Ça dépend des gens. Il faut renvoyer à vos propres expériences. Et tout ça va vous permettre de construire une identité, d'accord ? Et de pouvoir trouver une place dans la société. Donc ce temps-là, il est très important, ce temps de socialisation secondaire. Et il doit être accompagné, d'accord ? C'est-à-dire pas accompagné par des interdits, mais accompagné en étant là, présent, en cas de besoin. Donc tous les jeunes passent par ces moments-là. Après les années 73, la crise, etc., et l'évolution de la société, la modernisation, on s'est aperçu que la socialisation durait tout au long de la vie. Donc, au-delà de la socialisation secondaire, autrefois, la socialisation secondaire s'arrêtait quand vous aviez un boulot. D'accord ? Alors, quand, mesdames, nous avions enfin trouvé un mari, hein, et que nous mettions donc dans notre rôle de mère de famille, on avait des enfants, tout ça, on tenait le ménage, tout ça, vous voyez ce que je veux dire ? Et messieurs, vous aviez passé le service militaire, vous rentriez, vous trouviez un boulot, vous vous mariez, et puis vous étiez socialisés à vie, puisque en général, on trouvait un boulot dans une boîte, on n'en sortait plus, quoi. D'accord ? On faisait carrière. Quand je dis à mes étudiants, c'est un nom un truc que vous ne savez pas, carrière, faire carrière. Donc dans la même boîte. Donc aujourd'hui, on s'est aperçu, évidemment, on rentre par les petits boulots, on fait une décohabitation, on part de chez ses parents plus tard, parce que problème économique, on fait des études plus longues. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de s'adapter en permanence, d'accord ? Ce qui fait qu'on se socialise tout au long de la vie, d'accord ? En se socialisant tout au long de la vie, quand on prend l'idée de la socialisation à partir de l'éducation, on peut aussi se poser la question de, quand on socialise aussi l'autre. C'est-à-dire que quand moi j'apprends, par exemple là je vous dis des choses, mais vous allez me poser des questions, ce qui va me permettre de réfléchir autrement. On va tous se socialiser à des règles, des codes, d'accord ? Donc on est tout le temps en train de faire ça, en permanence, on n'en a pas conscience, heureusement. Et ce qui fait qu'il y a une réciprocité qui se met en place, qui fait que cette réciprocité va permettre de transmettre des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, d'accord ? Et finalement d'agir sur l'éducation de l'autre de façon complètement informelle, d'accord ? Mais il n'empêche qu'on est en permanence en train d'éduquer, de transmettre, sans en avoir conscience, entre nous. C'est la socialisation réciproque. Ça va jusque-là ? Donc l'éducation, en fait, c'est une question de socialisation, puisqu'on transmet les codes, mais pas que. C'est aussi la possibilité de permettre à des savoirs de circuler. D'accord ? Ça veut dire aussi accepter qu'il n'y a pas une personne qui a du savoir. On pourrait dire, là, je suis en situation... Alors là, la mise en scène est extraordinaire à observer. C'est-à-dire que je suis en situation, là, je vous domine carrément. Hein, alors là, on ne peut pas faire mieux. Je vous domine. D'accord ? Alors, je vous domine physiquement. Je devrais vous dominer mon savoir, normalement. Mais voilà, je suis en position. Je ne suis pas sûre de vous dominer mon savoir. Hein. Et du coup, on pourrait dire que c'est moi qui ai le savoir, et là, je vous transmets mon savoir, et là, vous prenez mon savoir, c'est super. C'est pas ça, l'éducation. C'est plus ça, l'éducation. L'éducation, c'est, là, je vous dis des choses que je sais,
à peu près. Et puis, j'espère que vous allez me renvoyer des questions et qu'on va pouvoir échanger, parce que ça va me permettre d'apprendre des choses moi aussi. D'accord ? Donc, en fait, la question, elle est, quelles sont les places des personnes dans des situations d'éducation? La question, elle est là. Comment on pense les places de chacun dans les situations d'éducation? Est-ce qu'on les pense depuis les responsabilités institutionnelles? Est-ce qu'on les pense depuis les postures professionnelles, les responsabilités? Ou est-ce qu'on les pense en tant que citoyen, acteur de la société? Sachant que chaque acteur peut apporter quelque chose à la société, quel que soit son âge, sa position sociale. Simplement vous dire, peut-être pour vous ouvrir un peu par rapport à d'autres pays, quand on regarde un peu dans d'autres pays comment se passe l'éducation, on a vraiment des formes et des structures très différentes. On peut avoir, par exemple au Québec, on est sur de l'éducation collaboration. C'est-à-dire qu'on développe fortement la collaboration et le partenariat. Et on va proposer un modèle éducatif qui va être basé sur une conception partagée de la réussite scolaire. C'est-à-dire qu'au Québec, par exemple, on ne dit pas échec scolaire, on dit persévérance scolaire. Donc on a une vision de l'éducation positive et de la réussite. En France, on est un peu négatif quand on parle d'éducation. Et l'idée pour le Québec, c'est de dire on est positif, tout le monde peut y arriver, et comment on fait en sorte d'accompagner tout le monde pour avoir une insertion qu'il souhaite et la meilleure insertion possible dans la société. L'éducation, elle sert à ça au Québec. Donc en France, on est plus sur une réussite économique. Quand vous avez des enfants, et moi j'ai des enfants, quand on me dit alors tes enfants ils font quoi? La question de ils font quoi, c'est ils font quoi dans la vie, ils ont réussi, ils gagnent leur vie, etc. D'accord? Donc en France, sur l'éducation, on a une vision économique, d'insertion économique. Du coup, ce qui pose question quand même. La finalité est différente entre le Québec. Voilà. Différente. Mais du coup, ça a des enjeux. Donc le mode d'éducation est différent. Et la visée éducative n'est pas la même. Ce qui veut dire aussi que ça fait des sociétés différentes. C'est-à-dire qu'en France, avec une visée économique, on met forcément nos enfants en compétition. Et quand on regarde l'évolution de la société aujourd'hui, on va vers la compétition, l'élitisme et le choix en permanence. On est en permanence, on doit être bon en permanence. On n'a pas le droit à l'échec en France. Alors qu'au Québec, on a le droit d'expérimenter et de se tromper. Et ça, ce sont des modèles, c'est fort, ça veut dire que ça a des conséquences sur comment la société fonctionne. En Italie, l'éducation, elle est vraiment fortement portée sur la petite enfance. C'est-à-dire qu'en Italie, on pense que tout se joue dans la tête de dire Italie. Au Danemark, les parents sont très investis. Il n'y a pas de frontières comme on peut avoir en France, où il y a les parents qui viennent dans l'école quand on leur demande de venir dans l'école, d'accord? Et encore, quand on leur demande de venir, ils ne viennent pas forcément, d'accord? Au Danemark, les parents font complètement partie de la communauté, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'école, ils prennent en charge des projets et ils prennent aussi en charge des projets périscolaires. D'accord? Donc on n'est pas du tout sur la même société. Donc il n'y a pas de frontière au Danemark entre les parents sont dehors et les enseignants s'occupent de l'école. Donc je trouve que c'est intéressant de voir ces trois différences, enfin deux différences par rapport à la France. Et ce que ça amène aussi comme conséquence sur la société. Je vous rappelle que, notamment quand on regarde les résultats PISA, alors on peut en penser ce qu'on veut, vous savez, les résultats PISA, c'est les résultats scolaires des enfants. On est super mal placés. Ouais. Au CDE, c'est-à-dire au niveau mondial. Ouais. On est mauvais. En France, on pense coéducation, peut-être pour finir, et pour lancer un peu une réflexion. On pense coéducation, très souvent on pense coéducation en tout ce qui est pré-primaire, c'est-à-dire tout ce qui est, on va être sur école maternelle, école primaire, d'accord? Là on est sur des questions coéducation, d'ailleurs les PEDT souvent c'est ce qui couvre, d'accord? Et après, on pense plus à la coéducation. Je fais exprès d'être un peu... Pourtant, si on réfléchit du point de vue du partenariat, on a quand même des choses à gagner. C'est-à-dire que
si on décide de coopérer les uns avec les autres, à mon sens, l'éducation se fera de façon moins discontinue. D'accord ? Même si aujourd'hui, la discontinuité éducative est travaillée notamment par Mérieux et montre que c'est bien aussi d'avoir de la discontinuité éducative. Je suis en train de vous lancer plein d'idées, vous allez plus savoir où vous en êtes. C'est-à-dire qu'on développe la continuité éducative, mais Mérieux montre que quelquefois la discontinuité éducative est importante pour les enfants. Donc qu'il y ait des coupures à l'éducation, c'est important aussi. Dans les temps éducatifs, c'est important aussi pour les enfants. Quand on regarde si on continue à regarder la coéducation en France, souvent elle est sur l'école primaire, sur l'école maternelle, sur l'école primaire. On commence à voir des PEDT qui commencent à s'allonger sur le collège. On commence à en voir, qui veulent prolonger sur le collège. Mais pour l'instant, on est plutôt sur l'enfance, on va dire comme ça. Souvent, ce sont les enseignants qui tiennent une place importante dans ces dispositifs-là. Voilà. Je ne dis pas que c'est pas bien que les enseignants tiennent une place importante, mais souvent, c'est eux qui tiennent une place importante. Souvent, pourquoi ? Parce que ça leur permet de régler d'autres problèmes, des problèmes de relation avec les parents, des problèmes de relation de tenue de classe, etc. D'accord ? Donc, c'est un dispositif qui leur permet de régler d'autres problèmes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une vraie question. C'est dans ces questions de coéducation, quelle place on donne à qui ? Je rappelle que dans la loi d'orientation de 2013, il est dit que les parents doivent participer le plus possible dans ce genre de projet. Ils doivent avoir toute leur place. Je vais juste un petit rappel. Donc, si on veut faire de la coéducation, il ne faut pas que la coéducation soit une réponse parce qu'il y a des problèmes. C'est ce qui arrive souvent. C'est-à-dire qu'on va travailler, les parents vont aller voir les enseignants vont travailler avec les parents, ou les animateurs vont voir les parents, ou les enseignants vont voir les animateurs, parce qu'il y a un problème souvent. D'accord ? C'est parce qu'on a un problème à régler qu'on va aller discuter. Donc la coéducation, pour qu'elle existe, il faut arriver à accepter de travailler ensemble tout le temps. Il faut accepter de développer du partenariat. Le partenariat, ce n'est pas de la collaboration. La collaboration, c'est les animateurs qui viennent chercher les enfants au CLAE et qui viennent chercher les enfants dans la classe, qui les emmènent au CLAE. D'accord ? Ça, c'est de la collaboration avec l'enseignant. C'est-à-dire qu'on trouve un espace où on est à peu près, on ne se tape pas dessus, on se récupère les enfants. Voilà. Le partenariat, c'est dire, on a tous des compétences, et chacun avec ses compétences, on va venir se réunir, non pas pour empiéter sur les compétences des autres, mais pour mettre à disposition de l'enfant les compétences que l'on peut apporter. Donc, quelles sont les compétences que l'enseignant peut apporter? Quelles sont les compétences que les parents peuvent apporter? Quelles sont les compétences que les animateurs peuvent apporter? Et ainsi de suite. Donc, tous les acteurs. Donc, l'idée du partenariat, c'est le cœur, à mon sens, de la coéducation. Et ça doit être le cœur, c'est comme ça que ça avait été posé en tout cas, de tous ces projets, notamment ces projets CPE-DT. L'idée aussi, c'est de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir prendre des décisions ensemble et pour pouvoir arrêter de penser que ce que l'on pense aujourd'hui en France, c'est que la seule chose qui est importante dans l'éducation, c'est d'avoir un diplôme. D'accord ? Aujourd'hui en France, je vous l'ai dit, on est sur l'insertion économique, donc ce qui prime, c'est le diplôme. Donc comment, en coéducation, on arrive à travailler autrement? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de diplôme, en plus c'est quand même malvenu de ma part, je suis universitaire, mais c'est comment on repense les accès au diplôme et comment on repense finalement cet accompagnement des enfants. Et du coup, comment on repense l'école qui trop souvent est... Il y a des enseignants dans la salle. Je vais dire un truc que je vais me faire assassiner. Trop souvent, l'école, elle a été pensée comme un lieu de tri, en fait, où on vous oriente en permanence, à tous les niveaux, et où on vous évalue à tous les niveaux. Et trop souvent, alors malgré les enseignants, je ne dis pas ça parce que je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais les enseignants sont dans un système qui fait qu'à un moment donné, à l'école, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'orienter, vous avez tous été orientés, peut-être désorientés, je ne sais pas.
D'accord? On est tous orientés, on est tous évalués, et l'école est dans ce système-là. Donc, comment un travail de collaboration, de coéducation peut amener à réfléchir aussi à ça? Parce que réorienter ou évaluer dès le plus jeune âge des enfants, on sait très bien que ça peut stigmatiser. On sait très bien, alors moi j'en suis la preuve, mais alors vivante, que c'est pas parce qu'on a une trajectoire scolaire à droite, je vais pas dire, atypique, qu'on n'arrive pas à devenir, ce que je suis aujourd'hui, professeur d'université. D'accord ? Donc l'idée, elle est comment on pense les parcours des enfants, non plus comme de la réussite ou de l'excellence, mais comment on pense les parcours des enfants et l'éducation des enfants à partir de ce que les enfants ont besoin. Donc, comment on accompagne les enfants. Donc accompagner, c'est pas tirer, c'est pas pousser, c'est marcher à côté et cheminer. Donc la coéducation, elle doit servir à ça. Elle doit servir à accompagner, à cheminer à côté de chaque enfant pour pouvoir l'amener à choisir la place qu'il veut dans la société. Donc l'éducation, c'est pas fait pour fabriquer des élites, c'est fait pour que chacun trouve sa place dans la société. Excusez-moi, il faut donc qu'on se mette d'accord sur ce qu'on cherche pour les enfants. Est-ce qu'on cherche l'épanouissement? Est-ce qu'on cherche... À quoi sert l'éducation? Il faut le définir ensemble. Définissons-le. D'accord. Parce que c'est ça, on n'a pas toujours les mêmes objectifs derrière le mot éducation. C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est tous dans des postures institutionnelles, dans des places institutionnelles qui font que de la place où on est, on va dire, je suis enseignante, il faut que l'enfant soit bon à l'école. D'accord? Donc se plier, rentre dans un cadre de réagir. Je suis parent, il faut que mon enfant ait absolument une réussite scolaire, parce qu'autrement il ne fera pas de boulot. D'accord? Je suis animateur, il faut que ça se passe bien avec les enfants. D'accord? Pas de problème avec l'enseignant, mes parents, et que je ne perds aucun gosse. J'étais animatrice longtemps, moi je comptais les gosses, je ne sais combien de fois, et que je ne perds pas les gosses et que tout se passe bien. D'accord? Ça. Est-ce que l'éducation, on la pense par rapport à soi, à sa posture institutionnelle, ou est-ce que l'éducation, c'est la possibilité d'écouter l'enfant, de prendre chaque enfant est particulier, et de tenir compte de ses particularités pour avancer à son rythme. Le problème, c'est qu'en France, on est dans une société où il faut aller vite, réussir, ne pas prendre le temps, et réussir. Réussir, je le redis 3 fois, réussir. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se tromper. D'accord? Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut comme société? Ça veut dire que, est-ce que, finalement, et c'est bien, ça va me faire tomber sur la dernière idée que je voulais dire, comme ça on pourra continuer à discuter. Est-ce que ce qu'on veut aujourd'hui en France, c'est une société qui reproduit ce qui existe depuis des années? Voilà, je ne sais pas, ça je me pose la question. Moi je sais ce que je veux, mais ou est-ce qu'on veut une société dans laquelle les gens puissent faire évoluer la société, changer la société, parce que la société que l'on a aujourd'hui, elle ne nous satisfait plus? Ça, c'est une vraie question. Et derrière, cette question-là, elle est portée par quel genre d'éducation on met en place. L'éducation, c'est un processus social. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est la question que je vous renvoie. Là, pour le coup, La question, c'est qui choisit? Est-ce qu'on attend les politiques ou est-ce qu'on se bouge sur le terrain? Qui choisit je vous rappelle que... Donc, on a plutôt une position passive aussi dans la réflexion. Je vous rappelle que faire de la politique, c'est agir dans la cité. Donc, on est tous citoyens, on devrait être en capacité d'agir, donc de choisir. Après, on est soumis à un fonctionnement institutionnel fortement posé en France, qui est qu'on élit des gens qui décident, donc on les choisit, enfin, normalement, c'est comme ça que ça marche, on les choisit pour qu'ils puissent gouverner, mais ça se traduit à on les choisit et ils décident pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et comment, du coup, moi je me dis, bon, alors après, on peut se dire, ouais, bon, on va pas faire la révolution, on va pas encore aller couper des têtes, hein. On l'a déjà fait. Et je me dis, justement, comment au niveau local, on peut, au travers de dispositifs comme... parce que ces dispositifs qui nous sont donnés par l'État, d'accord, ce que je disais au début, ce sont des outils pour gouverner. Ça permet de gouverner, d'accord? Pour l'État, ça permet de gouverner à distance.
Sauf que ces outils, quand ils les donnent, après, le terrain peut en faire ce qu'il veut. Ce que l'on oublie souvent, c'est qu'on a une marge de manœuvre. C'est-à-dire que ce que l'on a tendance à croire, c'est qu'on est obligé de faire des choses telles qu'on nous demande de les faire. Alors là, je ne suis pas en train de lancer un appel à la révolution, parce que c'est la seule mission de faire ça là. Simplement, éclairer sur le fait que quand on nous demande de faire quelque chose, on a l'impression qu'on est obligé de faire exactement ce qu'on nous a demandé de faire. D'accord ? Parce qu'en grandissant, on a été tellement bien socialisés, on nous a tellement bien transmis les règles, etc., qu'on oublie qu'en fait, on a notre libre arbitre et qu'on a toujours une marge de manœuvre. La question, c'est de savoir où elle se situe et comment on peut l'utiliser. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, avec l'éthique que l'on porte, que l'on développe, évidemment qu'on ne va pas non plus se servir de cette marge de manœuvre pour manipuler les gens, on est bien d'accord. Mais comment, à partir d'une éthique, d'une idée de société qu'on a souhaitée, comment on agit pour pouvoir faire bouger les lignes. Alors, évidemment, on ne va pas faire la révolution, mais comment on peut... Moi, je dis toujours aux étudiants, quand ils sont en cours avec moi, je dis, comment d'un carré, progressivement, on peut le transformer en rond. On a le droit de le faire, on a la possibilité, on a le pouvoir de le faire. Sauf qu'on oublie qu'on a ce pouvoir-là. Et que quand on nous demande de mettre en place des choses, on n'est pas obligé de les mettre en place stricto sensus, comme c'est écrit sur le papier. Parce que ce qui est écrit sur le papier, on peut le faire bouger. Mais comment on apprend, du coup, et ça c'est ce qu'on n'apprend plus aujourd'hui, c'est ce qu'on n'apprend plus à l'école, qu'on n'apprend plus dans les espaces d'éducation populaire. Je suis désolée pour l'éducation populaire, mais comment on apprend à un moment donné à s'émanciper de tout ça, quoi. Le principe, il est là. Moi, quand j'étais jeune, je traînais dans les espaces d'éducation populaire, c'est là où j'ai appris à prendre la parole en public, à réfléchir, à voir les choses différemment, à analyser les choses autrement, à avoir un esprit critique. Ça sert à ça, ces espaces-là. Et l'école sert à ça aussi, normalement. Mais l'école est tellement pressée par l'idée qu'il y a un programme, il faut le réaliser, que c'est très compliqué aujourd'hui, et puis les enseignants sont formés de telle manière, là je vais taper sur la formation des enseignants, de telle manière qu'ils n'ont plus la possibilité de mettre en œuvre ce genre de choses. Ce que l'on retrouve quand même chez des enseignants qui mettent en place des pédagogies actives, qui sont encore sur des... Donc oui, pourquoi on ne le fait pas? Je ne sais pas. Moi aussi. Qu'est-ce que vous appelez les pédagogies actives? Alors, les pédagogies actives, ce sont des pédagogies... alors, on appelle ça aussi pédagogie nouvelle, ce qui est très drôle, puisque ça vient du 19e siècle. Et donc, ce sont des pédagogues qui, à un moment donné, se sont dit, plutôt que de transmettre le show que je vous ai fait, là, moi j'ai le savoir, vous ne l'avez pas, je suis en position... Plutôt que de faire ça, comment on peut partir de l'enfant et accompagner l'enfant à rentrer dans des savoirs progressivement, plutôt que de lui déverser du savoir, c'est comment l'enfant va s'approprier les savoirs progressivement et autrement. C'est-à-dire que pour faire des maths, on n'est pas obligé de dire aujourd'hui, leçon de maths, grand 1, on peut le faire autrement. On peut faire des maths, on peut faire de la géométrie en construisant une maquette. Donc les pédagogies actives, c'est comment on part de l'enfant, l'enfant est au centre, et comment, à partir de l'enfant, on va travailler autrement, le faire monter en compétences et en connaissances autrement. En animation, on connaît bien ces pédagogies-là, on les utilise, et des fois on les utilise sans le savoir. Il y a des méthodes qu'on utilise sans même savoir que c'est de la pédagogie active. Donc il y a des gens comme Freinet, comme Montessori, comme Oury, la pédagogie institutionnelle, Stener et compagnie. Il y a tout un tas de pédagogues qui ont développé des choses. Et cette pédagogie-là a évolué. Par exemple, Freinet a développé tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est coopératif dans les classes, ça vient de lui. Enfin, il y a plein de choses qui ont été reprises, heureusement. Et la pédagogie Freinet, elle a été prolongée par la pédagogie institutionnelle de Oury quand la société a évolué. Enfin, ce sont des pédagogies qui évoluent aussi en fonction de la société. Et qui sont c'est comment on prend en compte l'enfant. Non pas comme une table rase. C'est Durning, mon sociologue, disait l'enfant est une table rase, il faut construire dessus. Ces pédagogues-là, ils disent l'enfant a des choses dessus, maintenant comment on réorganise et comment on permet à ces choses de grandir.
expérience autour de ce qu'on peut appeler le parcours éducatif, qu'on a appelé nous les parcours découvertes, donc sur un territoire liégeois qui est une ancienne communauté de communes qui est aujourd'hui réunie au sein d'une communauté de communes plus élargie, puisque donc, dans le Couseran, nous avons 8 communautés de communes qui n'en font plus qu'une, qui s'appelle Couseran-Pyrénées, et le Céronais qui est ici présent aujourd'hui en fait partie. Avant de vous présenter donc cette expérience-là, il nous a paru important, il nous a paru quand même important de vous présenter le cadre départemental qui est aussi en lien avec ce qui se fait sur les territoires. Voilà. Alors, je vais être brève, ceci dit, puisque le principal de ce temps, c'est bien évidemment l'expérience du Céronais. Donc tout de même pour vous dire que donc, nous avons à Ariège ce qu'on appelle un projet éducatif départemental. Ça pourrait être PED, mais non, on ne dit pas, on dit c'est un projet éducatif départemental. Je dirais tout à l'heure pourquoi j'insiste sur ça, parce que, voilà, enfin, je le dirai tout à l'heure. Donc nous avons un projet éducatif départemental qui a en fait un socle commun. Alors, je l'ai emmené ici, j'en ai emmené quelques exemplaires aussi au cas où certains d'entre vous souhaiteraient repartir avec. C'est un cadre commun qui a été en fait établi entre des institutions et des fédérations d'éducation populaire qui ont tous la même préoccupation autour de l'éducation des enfants et des jeunes. Donc il y a déjà pas mal d'années. Alors le territoire liégeois, comme je le disais tout à l'heure, est un département petit. Et le partenariat, c'est une histoire de longue date. Il y a toujours eu une habitude de partenariat parce que quand on est sur un département petit comme ça, les relations de proximité existent. C'est un département aussi qui a peu de moyens. Et donc à un moment donné, se réunir, c'est aussi avoir cette intelligence de se donner des moyens supplémentaires, de le faire en coopération. Donc à un moment donné, nous nous sommes mis autour d'une table. Bon, je vous passe l'histoire parce qu'elle serait trop longue, mais nous nous sommes mis autour de la table entre institutions et entre fédérations en se disant, on parle tous d'éducation, on parle de politique éducative, on parle de projet éducatif, mais finalement, de quoi parle-t-on réellement? Est-ce qu'on parle de la même chose quand chacun de nous parle de ses dispositifs ou de ses prérogatives? Est-ce qu'on parle de la même chose? De quoi finalement? Qu'est-ce que ça veut dire que politique éducative? Qu'est-ce qu'on peut partager? Qu'est-ce qu'on ne peut pas partager? Et comment, ensemble, on peut arriver à donner de la cohérence à des dispositifs qui existent et qui arrivent souvent du niveau national? Et comment, en donnant cette cohérence-là, on peut aider les territoires ariégeois, à l'échelle des communes ou des communautés de communes, comment on peut les aider à développer leurs projets éducatifs et leurs actions en direction des enfants et des jeunes. D'où la naissance de ce projet éducatif départemental qui est en fait un socle commun, une culture commune. C'est un ensemble de valeurs et d'orientations qui dit ça, qui dit voilà, pour nous, les politiques éducatives, c'est ça. Pour nous, l'éducation, c'est ça. Pour nous, les valeurs que l'on partage, ce sont celles-là. Et ensemble, comment on peut essayer d'accompagner et de construire de la ressource qui va permettre aux territoires liégeois de gérer leur projet éducatif. On a appelé ce travail, et la mission d'ailleurs que j'occupe s'appelle territoire éducatif, parce qu'on a appliqué un petit peu le proverbe dont parlait tout à l'heure Véronique, il faut tout un village pour éduquer un enfant au pied à la lettre. Donc on parle de territoire éducatif parce qu'on pense que effectivement le territoire, alors qui peut être le village, la communauté de communes, en tout cas le territoire de vie, est un territoire éducatif parce que c'est aussi une micro-société qu'on apprend, on commence à apprendre là, à vivre en société. La société se vit aussi à l'échelle locale et ça nous semble important de nous appuyer sur ce concept-là. C'est pour ça que ce travail en Ariège s'appelle territoire éducatif. Donc, pour enchaîner sur la notion de parcours éducatif, alors bien évidemment, nous travaillons sur cette logique de coéducation en se disant que l'ensemble des partenaires qui interviennent auprès de l'enfant à un moment ou à un autre contribuent à l'éducation des enfants et que l'ensemble des actions qui sont mises en œuvre vont permettre en fait de développer des compétences. Alors, nous avons travaillé, Olivier en parlait tout à l'heure, avec une chronobiologiste pendant un certain nombre d'années autour des rythmes de l'enfant, mais autour de l'éducation dans sa globalité. Elle ne parle pas de compétences, elle parle d'habileté sociale.
Et moi, c'est un terme que j'aime bien employer parce que voilà, je trouve que ça resitue, quand on parle de développement de parcours éducatif, par exemple, on est bien sur une idée que ce que l'on souhaite, c'est l'émancipation de l'individu, l'émancipation de l'enfant, et que ce qu'on souhaite et ce qu'on va mettre en place va lui permettre d'acquérir des habiletés sociales qui vont lui permettre d'évoluer dans une société qu'il aura peut-être choisi lui-même. Je dis ça par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je crois que les enfants sont aujourd'hui, ça je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, les enfants, les jeunes sont le monde de demain. Mais le monde de demain, il n'existe pas. C'est eux qui vont le construire. Voilà, donc autant leur donner l'ensemble des armes qui vont leur permettre de le construire et autant permettre de développer ces habiletés sociales. Voilà, donc c'est dans ce sens qu'on approche la notion, enfin qu'on aborde la notion de parcours éducatif. Alors parcours éducatif, c'est un terme un peu galvaudé, tout le monde l'emploie sans réellement savoir ce qu'il y a derrière. Nous, on essaye d'y donner un sens qui est le nôtre et surtout d'être dans cette logique de on ne fait pas tous les mêmes choses, on ne les fait pas tous au même moment. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faille des coupures, de discontinuité, mais n'empêche que c'est quand même important de savoir de quel enfant et de quel jeune on parle dans la société de demain, et donc de fait de mettre en place des choses qui soient quand même en cohérence les unes par rapport aux autres, même s'il est bien évident que les personnes ne sont pas les mêmes, les temps ne sont pas les mêmes, les lieux ne sont pas les mêmes. Voilà. Bon, moi je m'arrête là pour ne pas faire trop long, et je laisse la parole à Olivier. Merci Nadine. Donc, je suis Olivier, donc directeur de l'association 117 Animation Jeune. Alors pour faire écho à ce que disait Véronique tout à l'heure par rapport à la socialisation, la socialisation, moi je n'ai pas été éduqué à cette forme d'apprentissage à la forme magistrale. Donc je suis souvent un peu en difficulté, mais vous allez certainement m'y aider. En tout cas, je sais qu'on va faire un témoignage à deux voix avec... je suis en train de me protéger là. Avec Stéphanie sur la démarche qu'on a mise en place sur le PEDT. Moi, je devais intervenir sur l'environnement éducatif de notre territoire. Nadine Villador aussi, puisqu'elle accompagne ce territoire aussi par la mission. Et c'est important de parler d'environnement propice à l'éducation, à la coéducation. Il y a les influences départementales, il y a aussi les influences locales. Le territoire du Céronais a une expérience de 40 ans d'éducation populaire. Je dois rappeler que cette éducation populaire a été mise en place au départ, en 1976, par des enseignants qui se trouvaient trop à l'étroit dans leur école et dans leurs cours pour donner la possibilité aussi de faire vivre les extensions de ces temps aux enfants sur d'autres temps, le temps des vacances et le temps des espaces libérés, du temps libre. Donc ces enseignants militants ont structuré la réponse donc éducative sur notre territoire. Après, cette action d'éducation, elle s'est développée aussi par des volontés. Pour dire que l'éducation, elle est partagée, c'est des volontés mixées qui font aussi toute la différence de la réponse éducative. Il y a eu donc l'apparition des intercos, et les intercommunalités ont permis de propulser donc ces politiques éducatives sur notre territoire. En 91, c'est ce qui a permis véritablement de développer dans une volonté de globalité, d'agir sur la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, dans un parcours éducatif équilibré, dans une équité, quel que soit l'endroit où on réside, que ce soit dans le milieu rural, dans l'espace urbain, on a droit à une réponse éducative et un accompagnement éducatif. Donc même sur les petites écoles de montagne,
on doit avoir la même réponse et, le même traitement. Et équité, globalité et proximité, bien évidemment. Aujourd'hui, ça devient encore plus important. On a fusionné dans le cadre de la loi NOTRe. On est sur des espaces, des territoires beaucoup plus grands. Nous, tout petit territoire, 3200 habitants, le Céronais, on vient de basculer sur un territoire de 8 intercos, avec une géographie très compliquée, de 30 000 habitants. Donc les données vont être complètement différentes. Et ce besoin de proximité, il va falloir excessivement le conserver. On est en train d'œuvrer avec les élus de cette nouvelle communauté, avec la commission d'éducation, pour se garantir de cette proximité. Donc 40 ans d'expérience, on a traversé beaucoup de dispositifs qui ont justement aussi nous ont entraînés à ce partenariat, à cette coéducation, pour regrouper tous les acteurs qui ont une influence sur les politiques éducatives. Bien évidemment, la famille qui reste au cœur du dispositif d'éducation, et après tous les autres acteurs, les enseignants, bien évidemment, les élus qui aménagent le territoire, et tous les acteurs du temps libre, sans distinction. Éducation populaire, association d'éducation populaire, mais aussi tous ceux qui œuvrent pour le temps libre. Donc on a toujours eu cette préoccupation d'associer l'ensemble de ces acteurs pour un projet cohérent. Alors bien sûr, peut-être c'est l'articulation entre le PEDT, du PEDT du tronc commun, puisque je pense que notre intervention elle était du socle commun des compétences et de connaissances et des cultures vers les parcours découvertes. Et puis, alors, je vous le dis, on témoigne en toute humilité. C'est une expérience de territoire qui est largement perfectible, mais elle a notre témoignage de sens que voilà, son expérience et qui tend à être évaluée et réajustée, réinterrogée. Voilà, vous le savez, les processus éducatifs amènent justement à ce que ce soit donc sur la longévité, la stabilité des équipes, la stabilité du projet, et pour permettre de mesurer, parce qu'on ne prend jamais le temps de mesurer l'impact qu'on produit au travers de nos organisations. Donc nous on a pris effectivement, là on a contrecarré un peu la règle, ce qui nous était proposé. On a dit on va prendre le temps, on va être sur un pas à pas. Si on veut embarquer tout le monde et qu'on ne laisse personne au bord de notre projet éducatif, il faut prendre le temps d'agir ensemble. Donc on est sur un pas à pas. C'est vrai que ce qui est un peu agaçant, c'est ces injonctions, on en a parlé, qui sont parfois contradictoires, on ne comprend pas le sens et qui nous parasitent un peu nos logiques qu'on a développées sur le territoire. Je vais m'arrêter là parce que Stéphanie va prendre le relais. Elle va continuer sur la présentation de la démarche qu'on a eue au niveau du PEDT pour arriver jusqu'au parcours découverte, parcours découverte qui sont inscrits dans le cadre dérogatoire du décret à mon. C'est le choix qu'on a fait sur trois communes. Bonjour, se découvrir très bien, donc je suis dans le même état, mais ça va aller aussi. Voilà, donc moi, nous avons été invités surtout pour parler de l'expérience du Céronais. Donc je vais recontextualiser un petit peu le Céronais par rapport à ses écoles et à ses ALAI. Donc, nous avons 6 écoles, 6 sites scolaires avec 6 ALAI. Donc ce que l'on dit souvent, c'est que nous n'avons pas attendu la réforme des rythmes sur le Céronais pour travailler ensemble avec les enseignants et avec ce que nous appelons les équipes éducatives, au risque, voilà, je sais que dans l'éducation nationale, les équipes éducatives, c'est pas forcément ce que nous, on en dit, c'est-à-dire mettre autour de la table les parents, les enseignants, les animateurs, les élus, mais également les associations. Voilà, donc pour vous donner un exemple, avant la réforme des rythmes, nous étions déjà sur, je ne sais pas si on entend, sur de la formation enseignant-animateur. Donc par exemple, nous sommes réunis avec un conseiller pédagogique pour se dire que par exemple il fallait casser les représentations. Voilà, moi je suis animatrice,
Je suis aussi intervenante à l'éducation physique et sportive, donc j'interviens aussi auprès des écoles. J'ai un statut qui fait que je côtoie les enseignants, mais je côtoie aussi les parents et surtout les enfants. Donc comment classer ces représentations? Donc là, ça a été tout un travail sur qu'est-ce que le projet d'école pour les enseignants, le faire comprendre aux animateurs. Nous, on leur a parlé de projet éducatif, de projet pédagogique, et en fait, on se rend bien compte qu'à un moment donné, on œuvre tous dans le même sens. Tout à l'heure, on parlera du socle de compétences. On a fait aussi une petite formation avec nos animateurs sur qu'est-ce que le socle de compétences, le socle commun. Et on se rend bien compte que sur le vivre ensemble, sur beaucoup de choses, on se rejoint. Et là, on parle de continuité éducative. Bien entendu que l'éducation, c'est ça, c'est la coéducation. Donc ensuite est arrivée la réforme des rythmes en 2013. Donc là, ce que disait Olivier, c'est que voilà, on est allé sur un pas à pas. Nous avons souhaité regrouper toutes ces équipes éducatives sur chaque site, c'est-à-dire sur chaque école. On a réuni, ce que je vous disais tout à l'heure, les enseignants, les animateurs, les élus, se mettre autour de la table pour dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette proposition de revenir à 4 jours et demi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? On nous parlait d'APC, d'APS, de TAP, je ne sais pas comment vous dites ici. Donc, alors, ce que disait Olivier, ce n'est pas perfectible. Nous, on n'a pas réussi à harmoniser tout ça au début sur nos 6 écoles. Donc, juste pour vous faire concrètement, nous avons une école qui faisait du 9h midi, 14h, 16h15, avec un temps de table de 16h15 à 17h pour rebasculer sur de la LAE. Là, pour le coup, morceler le temps des enfants, on y était à fond. Voilà, on y est encore d'ailleurs sur cette école. 3 autres écoles qui étaient à peu près dans le même temps de pause méridienne et finir vers 16h30 avec un temps d'activité préscolaire sur la pause méridienne. Et là aussi, on y est toujours sur cette on appelle ça aussi l'expérimentation. Donc là, je ne sais pas si je vais faire un bon dire. Donc là, on a une école qui fait du 8h45 midi, 14h45, 16h45. Donc il y a 2h45 de pause méridienne avec ce temps d'activité entre midi et 2. Donc là, c'est vraiment un souhait des enseignants, des animateurs, des parents. Ça a été une proposition, ça a été une réflexion. On était vraiment sur cette continuité éducative. Comment faire pour que l'enfant ne soit pas morcelé dans ses temps, qu'il y ait vraiment une réflexion autour du projet d'école. Donc là, les enseignants, les animateurs se sont mis autour de la table et ont discuté de comment on pouvait faire évoluer notre projet d'école, qu'est-ce qu'on pouvait mettre derrière les activités ensuite proposées du périscolaire. Donc là, c'est une expérimentation qui dure toujours. Alors, je ne vous cache pas que quand il y a des remplaçants qui arrivent dans cette école et qui disent c'est une blague 2h45, mais qu'est-ce que je vais faire pendant 2h45? Donc là, c'est les animateurs qui s'y retrouvent, parce qu'il y a véritablement un temps d'activité. Véritablement, en plus en concertation avec les enseignants. Et il peut y avoir des parents qui interviennent sur les activités. Et les enseignants qui nous disent, nous, on a vraiment notre temps de concertation. Alors, il y a le temps d'APC, certes, qui se greffe, mais elles prennent vraiment le temps. Il y en a certaines qui travaillent vraiment sur ce temps-là et qui en prennent un peu moins le soir quand elles rentrent chez elles. Enfin, voilà, tout le monde y trouve son compte. Alors, par rapport aux autres écoles qui avaient ce temps d'APS beaucoup plus morcelé, c'est-à-dire de 13h30 à 14h10, par exemple, sur une école, on s'est rendu compte que le temps d'installer, le temps d'activité était de 20 minutes, il fallait ranger, donc c'était un peu du grand n'importe quoi. Et nous, on n'était pas sur notre volonté éducative d'ensemble, en tous les cas sur le CERONE. Donc là, ces personnes-là se sont mises autour de la table et ont décidé en fait de rajouter du temps scolaire le matin, donc 30 minutes toutes les matinées, afin de libérer un jeudi après-midi. Et ce jeudi après-midi est consacré au parcours éducatif, au parcours découverte. Voilà, donc là c'est tout un travail qui a été mis en place. On est aussi parti en formation avec les enseignants. On a fait appel au Franca pour nous aider à mettre en place des projets, savoir vers quoi on allait. On a repris le socle de commun des compétences pour essayer de sortir des grands axes sur lesquels en fait, les enfants allaient travailler en classe. Et puis c'est pas forcément du temps que les enseignants ont pour le conceptualiser, pour le mettre en pratique. Donc il y a des choses qui étaient mises en pratique sur ces jeudis après-midi. Alors pareil, il y a des choses qui sont perfectibles. Il y a des enseignants qui ont, sur un site, pas forcément trop adhéré, ils nous faisaient confiance et ils n'avaient pas trop le temps, on va dire, pour mettre du temps sur ce travail de préparation. Donc là aussi, ça renvoie à l'institution et au fait que on a des heures, enfin les enseignants ont des heures pour faire vivre ce PEDT et qu'en fait ces heures ils les explosent et qu'en fait pour se réunir, quand nous on travaille, eux ils sont en pause et quand ils sont en pause, nous on travaille. Donc c'est toujours difficile de mettre les enseignants et les animateurs autour de la table. On a réussi, mais je ne vous cache pas que des fois on sort un peu les rats.
Voilà, donc on a réussi sur 3 sites, donc sur 6 écoles. 3 écoles sont passées sur des parcours découvertes, dont ça c'est à RPI. Donc 30 minutes rajoutées en matinée, il fallait bien que le temps scolaire soit rebasculé. Donc ça aussi c'est sportif au niveau du conseil départemental pour trouver au niveau des bus, des transports scolaires, etc. etc. C'est pas ça qu'on va mettre en place. Donc la première année, certains ont tâtonné, d'autres sont de suite partis avec les enseignants sur des projets. Il y avait même des enseignants qui, sur leur temps d'APC, prenaient un groupe d'enfants sur ces jeudis après-midi. Voilà, puisqu'on n'est pas obligé de faire que du soutien scolaire. Bon, maintenant, je sais que ça a un peu changé. Les pauvres. Voilà, donc là, ça va être un peu compliqué. Non, mais voilà, j'avais une réunion hier soir avec une enseignante et elle ne peut pas faire de soutien. Donc elle aimait faire ce temps d'APC sur les projets avec nous, mais pour tout ça, elle ne peut plus. Elle a des injonctions. Voilà, donc en fait, le jeudi après-midi, vous allez voir à travers le film un petit peu ce qu'on a expérimenté. Ça va faire la 3e année que nous rentrons sur ce jeudi après-midi. La seule crainte, c'est qu'il y a encore une école qui souhaiterait basculer sur ce temps de parcours découverte, mais avec à nouveau cette 4 jours et demi, 4 jours et demi, et le plan mercredi, ça va être compliqué, et nous, je pense qu'on va nous dire qu'il va falloir qu'on fasse des dérogations pour rester à 4 jours et demi bientôt. Voilà. Voilà. Donc je vous laisse... Alors simplement, une petite chose, on s'est quand même accordé sur les 6 sites scolaires sur un socle commun qui faisait sens sur l'ensemble des 6 écoles. Notamment, on a travaillé avec Claire Lecomte, on avait eu cette démarche aussi avec Nicole Desvolvé. Et ce qui nous avait paru intéressant d'associer Claire Lecomte, elle était venue au niveau départemental dans le cadre du réseau des coordonnateurs et des politiques éducatives concertées. Elle était venue donc apporter une réflexion au niveau de cette refondation de l'école et de cette réforme des rythmes scolaires. On s'en est complètement saisi et ce qui nous avait paru être intéressant, c'était la démarche de Claire Lecomte qui, au-delà de sa recherche en tant qu'experte et chercheur, c'est qu'elle avait expérimenté et maintenant elle a une expérimentation suffisamment longue pour en tirer quand même quelques conclusions, notamment sur le département du Nord et sur l'île, où elle a conduit une réorganisation du temps qui donc sur 5 ou voire 6 jours d'école. Donc on s'est quand même aussi approprié sa démarche tout en l'adaptant à notre réalité de notre territoire. Donc on a quand même travaillé tous les rythmes sur l'ensemble de la semaine scolaire et ça fait sens sur l'ensemble du bassin de vie scolaire. C'est-à-dire qu'on a allongé les apprentissages scolaires le matin au bénéfice d'une clarté mentale que exprime très clairement Claire Lecomte, avec une pause méridienne véritablement repensée, où on ne sollicite plus du tout les enfants, donc ils sont véritablement sur une pause, qui fait à minima 1h30, bon ça c'était le cadre, hein, mais pour certains lieux scolaires, on va jusqu'à 2h30, avec des espaces aménagés. On a repensé l'aménagement des espaces, avec aussi un travail avec les enseignants, entre autres, et les parents, sur les transitions. Ces temps de transition qui sont excessivement importants et qui font quand même toute la différence sur l'organisation d'une journée. Alors, transition, un exemple, simplement le matin, plutôt que les enseignants laissaient les enfants s'exciter dans la cour, on les laisse, comme à mon époque, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais nous on montait directement en classe, on enlevait nos affaires du cartable, on prenait le temps de s'installer, et progressivement on se mettait en posture d'apprentissage. Et on a travaillé de la même façon avec les enseignants sur la transition pour que l'enfant bascule sur un temps libre. Parce que là aussi, après un temps d'apprentissage, l'enfant, si on ne l'accompagne pas, il va être en état de surexcitation. Récréation, on explose.
Donc les enseignants ont travaillé aussi sur cette transition. On termine les apprentissages 10 minutes avant la fin de la classe et on laisse la possibilité à l'enfant de faire un jeu, de se mettre tout doucement là en posture de temps libre, etc. Voilà, donc un gros travail sur quand même l'organisation du temps, l'aménagement du temps de l'enfant au regard de l'expérience, et donc avec l'après-midi des apprentissages qui sont beaucoup plus courts, donc à 2h, 2h10, et où on a des enseignants qui nous disent ne pas avoir passé leur après-midi, même l'après-midi, ils ont supprimé le temps de pause, de récréation, tellement les enfants sont vraiment en posture d'apprentissage. Voilà. Mais apprentissage dispensé à partir de 14h45, 15h, lorsque l'activité cognitive remonte, en fonction des rythmes logiques. Voilà. Donc ça c'était pour dire qu'on avait travaillé quand même sur un socle commun qui faisait sens aux 6 écoles et qui fait un lien fort quand même entre les différentes expériences des uns et des autres. Et à certains moments, on a des temps d'échange avec les équipes éducatives, donc équipe éducative au sens éduc-pop, donc tous les acteurs éducatifs qui travaillent autour de l'enfant pour voilà, faire un point régulier sur les expériences des uns et des autres. Donc voilà, juste par rapport au lundi après-midi et à la diffusion du film, juste pour vous dire aussi que par rapport au travail des animateurs, c'est vrai que quand on n'a que 45 minutes d'activité, ça peut paraître difficile des fois, on est un peu frustré, c'est Claire Leconte qui en parle notamment sur l'île. C'était aussi revaloriser cette fonction de l'animation en se disant que bon, mais voilà, on a 2h15, 2h30 d'activité, avec vraiment une progression, alors une programmation qui est faite certes avec les enseignants et l'équipe éducative, mais une progression qui vous est propre, qui a été vue avec les enfants. Et donc là, vraiment, on ressent, je pense que voilà, vous allez ressentir lors du témoignage, que les animateurs, vraiment, ils retrouvent aussi du sens. Et c'était par rapport aussi à cette continuité éducative et par rapport aux enfants. Il est vraiment au sein du dispositif. Donc vraiment, tout avait été repensé quand même à la base en ce sens. Du sens et du confort. Du confort professionnel pour les animateurs, mais aussi pour les enseignants. Qu'est-ce qu'on veut mettre derrière l'apprentissage, qu'est-ce qu'on veut mettre derrière l'éducation, et où se placer.